Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Vous écoutez Z sur 7, le podcast économique de Trends Canal Z. Nous sommes le 21 février. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Béatrice Marlier. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans votre épisode du vendredi. Tout de suite, les titres de votre actualité économique. L'épineux dossier financier de la gare de Mons est désormais entre les mains de la justice. Tout simplement parce que c'est de l'argent public qui n'aurait pas dû arriver à cet endroit. Le secteur de la consultance est en manque de main-d'œuvre, comme le déplorent de nombreuses entreprises spécialisées. Beaucoup d'ingénieurs qui sortent des écoles, mais peut-être pas assez. Tout de suite, le maire de Kiev réagit aux négociations en cours entre les Américains et les Russes sur le sort de l'Ukraine. Z sur 7, c'est parti! Z sur 7 à la une. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, exprime sa déception de constater que les Américains et les Russes tentent de négocier la fin de la guerre en Ukraine sans inclure ni les Ukrainiens ni les Européens. Voici ce qu'il déclare. Mon opinion est que ce n'est pas correct. Autour de la table doivent être impliqués tous les pays. Ukraine, Russie, États-Unis et les dirigeants des pays européens, ceux qui ont soutenu et aidé l'Ukraine ces dernières années. Il n'est pas seulement question de l'Ukraine, mais bien de sécurité, de garantie de sécurité pour le futur. À Bruxelles, Vitali Klitschko a rencontré le ministre belge de la Défense, ainsi que des représentants de l'Union européenne appelant les Européens à l'unité. Nous voulons remercier tous ceux qui ont aidé l'Ukraine et nos réfugiés, ceux qui ont aidé l'Ukraine avec un soutien financier, aider l'Ukraine de toutes les façons, parce que sans votre aide, nous ne pouvons pas survivre. Mon message consiste à dire, s'il vous plaît, continuez à soutenir l'Ukraine. L'unité autour de l'Ukraine est la clé de la paix et de la liberté en Ukraine. De la stabilité de l'Ukraine dépend la stabilité de toute la région, de toute l'Europe. Le maire de Kiev inclut également les Américains dans son appel à l'unité, malgré les déclarations hostiles de Donald Trump à l'encontre de Volodymyr Zelensky, qu'il a qualifié de dictateur sans élection. Les États-Unis ont toujours été le pays qui assure la démocratie, qui défend la démocratie. Sans l'aide des États-Unis, ce serait très difficile. C'est pourquoi nous devons trouver des solutions pour garder l'unité autour de l'Ukraine, et les États-Unis jouent un rôle très important. Z sur 7 à la une. Le dossier de la nouvelle gare de Mons, dont le budget colossal s'élève à 480 millions d'euros, est désormais entre les mains de la justice. Ce mercredi, le député fédéral Xavier Dubois s'est rendu chez le procureur fédéral de Mons pour signaler plusieurs irrégularités dans l'attribution du marché public au bureau d'architecte Calatrava. Une première lacune, irrégularité, c'est au niveau de sa participation à l'étude de faisabilité. Donc, il a participé à une étude avant de lancer le marché d'auteur de projet. Il a donc eu accès à des informations que d'autres candidats n'ont pas eues. Donc ça amène un problème en termes de concurrence, puisqu'il n'y a pas égalité de traitement au niveau des différents soumissionnaires. Et la Cour des comptes dit clairement que sur cette base-là, il aurait dû être écarté de l'appel à projet. Donc il n'aurait même pas dû avoir le marché. Donc ça, c'est un premier problème important. La Cour des comptes a publié en 2022 un rapport soulignant que l'évolution du projet aurait nécessité un nouvel appel d'offres qui n'a jamais été lancé. Bien que ce rapport ait déjà été transmis à la justice à l'époque, il avait été classé sans suite. Face à cette situation, Xavier Dubois a demandé au ministre de tutelle, Georges Gilles-Quinet, de saisir à son tour la justice, mais ce dernier a refusé, estimant qu'il était impossible de déterminer les responsabilités. La réponse du ministre disant qu'il n'y a pas de responsabilité identifiée par la Cour des comptes, je pense qu'elle n'a pas de sens, puisque ce n'est pas à la Cour des comptes de déterminer qui est responsable. Maintenant, ici, le dossier est transmis à la justice. C'est le job de la justice de faire ce travail. J'espère effectivement qu'il y aura donc une analyse qui permettra d'identifier quels sont les responsables s'il y en a, quelles sont donc effectivement les différentes problématiques qui vont être mises en avant.
Le procureur du roi de Mons est désormais libre de décider s'il souhaite donner suite à ce dossier ou non. Cependant, une question essentielle demeure. Quelles pourraient être les répercussions d'une telle procédure ? La première chose, c'est de mettre en lumière vraiment qui sont les responsables. Donc, est-ce qu'il y a eu des jeux qui ont eu lieu, qui ont mis en avant des avantages pour certains, des avantages pour l'autre. Donc, je pense que là, la lumière doit être faite. Au niveau de l'acteur, donc de l'architecte en tant que tel, si on regarde le fait qu'il n'aurait pas dû avoir ce marché, mais il a bénéficié de rémunérations qui sont de l'argent public, alors qu'il n'aurait pas dû. Donc, je pense que lorsqu'il y a ce type de fait, il y a nécessairement une pénalité, il doit y avoir une correction qui doit intervenir, tout simplement parce que c'est l'argent public qui n'aurait pas dû arriver donc, à cet endroit. La SNCB, de son côté, n'a pas souhaité réagir officiellement. Toutefois, elle a informé le député qu'une nouvelle méthodologie de gestion de projet avait été mise en place, visant à renforcer l'efficacité et la transparence des procédures d'appel d'offres. Z sur 7 à la une. TLD Lebrun, entreprise spécialisée dans la fabrication de systèmes de climatisation pour avions et implantée à Frameries, emploie 200 personnes. Bien qu'elle soit leader sur son marché, elle rencontre des difficultés à recruter certains profils, notamment des consultants. Isabelle Ziger, directrice d'usine TLD. Aujourd'hui, on recherche principalement autour de l'électricité avec la conséquence de l'électrification grandissante de nos machines. Donc aujourd'hui, on cherche des profils à peu près une dizaine de monteurs électriciens. Et ensuite, on recherche des ingénieurs aussi, donc avec 3 postes ouverts, y compris en management du bureau élec. La pénurie de main-d'œuvre ne concerne pas seulement l'industrie. En Belgique, les 10 plus grandes sociétés de consultance recherchent actuellement 1 millier de profils, dont une centaine pour Catalay, dont une centaine pour Catalay, une entreprise spécialisée dans l'ingénierie. Basri Pellivan, Bachri Pellivan, fait le constat pour Catalay, fait le constat pour Catalay. Il y a une pénurie donc aujourd'hui qui est liée à la pyramide des âges, donc beaucoup de personnes qu'il faut remplacer, beaucoup d'ingénieurs qui sortent des écoles mais peut-être pas assez. Donc au niveau des options aussi, est-ce que toutes les options sont prises en compte par rapport aux réels besoins de nos partenaires, donc les évolutions en compétences que les sociétés demandent par rapport aux jeunes ingénieurs qui sortent des écoles. Donc des fois, on doit même aller les chercher justement à l'étranger. Pour la première fois de son histoire, Catalay a sollicité l'aide du Forem afin d'élargir sa base de recrutement. Un job day est prévu le 27 février pour tenter de pourvoir la centaine de postes de consultants recherchés. En Wallonie, parmi les 240 000 demandeurs d'emploi, 36 000 possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur. Thierry Ney, du Forem. Thierry Ney, du Forem. On aide aussi les entreprises de consultance à trouver les talents parce que trop souvent on pense Forem pour des métiers, je dirais, plutôt manuels, alors que dans la réserve de main-d'œuvre, il y a des demandeurs d'emploi qui ont fait l'université, qui ont un baccalauréat et donc qui peuvent justement répondre aux besoins de ces entreprises technologiques wallonnes. L'année dernière, le Forem recensait 162 métiers en pénurie. Le gouvernement wallon lui a demandé d'adapter sa méthodologie pour mieux suivre l'évolution de cette situation. Une réforme des incitants à la formation dans ces métiers est également en préparation. Le président américain Donald Trump a entamé son mandat tel un bulldozer. La menace d'une guerre commerciale touche l'Europe. Quel serait l'impact chiffré pour la Belgique ? Donald Trump est-il vraiment aussi fort qu'il le prétend ? Olivier Mouton interroge Baptiste Lambert, journaliste pour Trends Tendance et auteur d'une enquête sur le sujet. L'Europe est-elle la prochaine cible de Trump ? Oui, c'est ça. En fait, Donald Trump, contrairement peut-être à 2017, il a un plan, que ce soit en matière géopolitique, mais évidemment commerciale, ce qui nous intéresse ici. Alors, il a annoncé la semaine dernière 2 choses. Donc, comme vous l'avez dit, avant c'était le Canada, le Mexique et la Chine qui étaient dans son viseur. Maintenant, c'est l'Europe. Alors, il y a eu une première taxe, en tout cas une menace de taxe de 25% sur l'acier et l'aluminium. Ça concerne franchement plus le Canada et la Chine, globalement aussi l'Asie plutôt que l'Europe.
Mais alors, il a ajouté une deuxième couche, une deuxième salve, avec des droits de douane dits réciproques. Et là, c'est un système un petit peu complexe à mettre en place, mais en gros, c'est une sorte de loi du talion. Donc, si tu m'imposes ce droit de douane-là, moi, en réponse, je t'impose ce droit de douane de la même hauteur, de la même valeur. Alors, en plus des droits de douane, il vise aussi la TVA européenne. On sait bien qu'aux États-Unis, la TVA est un peu moins importante. En Europe, c'est quand même une taxe à la consommation, donc c'est tout à fait autre chose. Mais bon, on connaît les facilités de Trump à travestir la vérité. Mais voilà, en gros, c'est une double... Donc ça veut dire que dans ce cas-là, effectivement, quitte à travestir la réalité, l'Europe pourrait être exposée. Par ailleurs, Donald Trump a des arguments en ce sens-là, notamment au niveau du déséquilibre. Oui, tout à fait. Donc ce déficit commercial vis-à-vis du reste du monde, et en particulier de l'Europe, c'est pas du tout une vue de l'esprit. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 156 milliards de déficit commercial vis-à-vis de l'Europe. Donc, et cette taxe, ces droits de douane qui pourraient être réciproques, donc c'est quand même important pour l'Europe, sur les biens, et c'est quand même 500 milliards de marchandises et de biens qui vont vers les États-Unis. Alors dans l'ordre, on en a rapidement, mais donc évidemment l'Allemagne en premier lieu, l'Italie et la Belgique. Et la Belgique pourrait être impactée fortement. Elle arrive en 6e position, c'est exactement ça. Alors, c'est 33 milliards d'euros pour un pays de 11 millions d'habitants, c'est énorme. Donc je le disais, juste il y a l'Irlande, mais qui a ses propres, on sait bien, les multinationales qui sont installées sur son sol. Mais sinon, parmi les grands pays européens, on est vraiment juste derrière. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que ça représente, ces exportations de 33 milliards d'euros, presque 6% du PIB belge. Donc là aussi, c'est le deuxième plus grand rapport, on va dire, par rapport au PIB avec l'Irlande. Donc la Belgique serait proportionnellement impactée peut-être plus que d'autres, en réalité. Voilà. Parce qu'on est aussi une économie très ouverte et où les exportations jouent un rôle important. Exactement. Même que le commerce avec les États-Unis. C'est un point d'attention que révèlent plusieurs économistes que nous interrogeons. Il y a les effets directs, donc les 33 milliards dont je parlais, mais il y a les effets indirects. Donc si l'Allemagne est sanctionnée, elle crée moins de valeur, donc elle va moins aller chercher ses sous-traitants. Qui est un des grands sous-traitants de l'Allemagne ? On sait que l'économie belge dépend fortement de l'économie allemande. Donc, voilà. Maintenant, ceci dit, on sait que Donald Trump gonfle les muscles, menace fortement. Est-ce qu'il a toutes les cartes en main ? Est-ce que c'est pas aussi un jeu dangereux pour lui-même ? Exactement. Donc on est aussi tout dans cette logique de coup de bluff. Est-ce que c'est une position de se négocier ? Mais on se rend compte en fait que le château de cartes pourrait rapidement s'écrouler. Pourquoi ? Parce que toutes ces mesures qui voudraient imposer, s'ils les imposent, ça sera hyper inflationniste. Parce que qui doit payer ces droits de douane ? Ce sont les entreprises américaines, en premier chef. Alors, elles peuvent prendre un certain temps pour réadapter les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur, de créer aux États-Unis, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, pendant ce temps, il y aura de l'inflation qui s'installera aux États-Unis. L'inflation, c'était quand même sa principale critique. Il parlait de Biden inflation sous le précédent mandat. Donc là, il va se retrouver coincé et sous pression de ces industriels, de ces entreprises. Et des électeurs. Et oui, évidemment, in fine, des électeurs, mais donc les entreprises qui sont un peu le dernier contre-pouvoir. En tout cas, c'est ce qu'on entend aux États-Unis. Donc quand on dit avec Donald Trump, c'est plein tarif, on parle aussi d'un boomerang potentiel pour lui. Exactement. C'est ce qui est peu évoqué pour le moment, mais c'est tout à fait possible. Et pour aller plus loin, l'enquête complète de Baptiste Lambert est à retrouver dans le Trends Tendance de cette semaine. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous terminons cet épisode accompagné de l'expert boursier Guillaume Duchesne de la Banque Transatlantique. Le sujet du jour, l'or. Nouvelle semaine, nouveau record. Plus de 2 900 $ pour un once d'or.
Un engouement qui s'explique. Oui, c'est ça. En fait, on fait déjà du 12% depuis le début de l'année. Donc, c'est impressionnant. Surtout que l'année dernière, c'était déjà 27% de progression. Donc, il y a réellement un engouement. Donc, il y a plusieurs éléments qui jouent. Mais il y en a un et qui est évoqué assez régulièrement, c'est l'évolution des taux d'intérêt, et notamment des taux d'intérêt réels qui tient compte de l'inflation. Et donc, en fait, il y a une corrélation qui est inversée en général entre l'évolution de l'or et des taux d'intérêt. En fait, c'est simplement parce que l'or, il n'y a pas de rémunération, vous n'avez pas de dividendes, pas de coupons, et donc il y a à chaque fois un arbitrage qui est fait entre l'attrait que peut avoir notamment une obligation avec les taux d'intérêt qui rémunèrent, et puis cet or. Donc quand les taux sont relativement élevés, il n'y a pas tellement d'intérêt pour l'or, et inversement, quand les taux sont tendance à baisser, c'est un élément plus important et plus favorable. Et donc il y a une corrélation qui est assez significative. Mais on voit que quand même, sur les derniers temps, il y a une accélération en faveur de l'or qui est assez impressionnante depuis le début de l'année, enfin fin d'année, depuis décembre. Cette accélération de performance peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Alors, il y a évidemment la question géopolitique, ça je vous l'apprends pas, et là d'ailleurs tous nos clients nous en parlent. C'est vrai que l'or apparaît comme un actif, une réserve, enfin une évolution, en tout cas une valeur refuge dans un environnement incertain, donc le géopolitique joue. Il y a quand même un stress autour de ce que Trump peut faire en termes de droits de douane, donc ça c'est quand même un élément important. Le géopolitique de manière générale est quand même toujours anxiogène au niveau mondial. Une banque centrale américaine qui reste quand même très alerte, très, très attentive à l'évolution de l'économie américaine, et donc on l'a vu notamment avec les minutes de la Fed qui montrent qu'il y a toujours une préoccupation par rapport justement à l'impact des politiques de Trump sur l'économie américaine, donc il y a cette valeur refuge qu'on retrouve du côté de l'or. Et puis il y a un élément qui est peut-être un peu nouveau, qu'on voit, qui anime un petit peu les marchés depuis quelques jours. Vous savez que Trump a plutôt tendance à raisonner out of the box, donc d'essayer d'être créatif, et donc on parle éventuellement d'un audit de l'ensemble des réserves d'or que la Banque centrale américaine aurait. C'est un audit qui n'a pas été fait, donc il n'y a pas de transparence sur ce qui a été fait à ce niveau-là, et d'ailleurs même la valorisation de ces réserves, elles sont encore de 74. Donc on est encore à $42 l'once, et donc pas les 2900. Donc il n'y a pas de visibilité, et donc Trump souhaite avoir un peu plus de transparence. On ne l'avait pas fait sans doute pour ne pas remettre l'or au centre de la discussion et de rouvrir le débat de l'étalon or, et puis évidemment d'avoir un effet qui pourrait être négatif sur le dollar. Donc Trump, il veut de la transparence, il veut le faire, et ça crée un peu de nervosité, et donc évidemment dans le cadre d'une nervosité, on voit un regain d'intérêt pour l'actif aurifère. On parle souvent de la Banque centrale chinoise lorsqu'on évoque l'or. En effet, on constate des achats importants de la part des banques centrales. La banque chinoise, elle fait un petit peu comme tous les pays émergents. Ils ont tendance à acheter de l'or, simplement pour diversifier un petit peu leurs réserves. Donc la Chine a acheté 15 tonnes d'or depuis 2024, le dernier trimestre 2024. Donc une évolution à 2 chiffres. Ce qu'elle cherche, c'est à diversifier. En fait, elle a acheté principalement des bons du Trésor américain. Elle réduit un peu, et on a eu des chiffres qui montrent qu'il y a une réduction des bons du Trésor détenus par la Chine. Donc on est quand même à des niveaux encore importants. On est à 750 milliards de dollars de bons du Trésor détenus par la Chine. Mais ça reste quand même relativement conséquent. Mais il y a une réduction parce qu'il y a une volonté de diversifier, simplement pour diversifier le risque. C'est l'objectif. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Béatrice, à quoi peut-on s'attendre ? Dans votre épisode de demain, c'est Anne Marchand que vous retrouverez pour votre revue quotidienne de l'actualité économique. Elle sera notamment en compagnie d'Hamid Faljaoui et son regard décalé sur l'actualité de la semaine. Je vous souhaite déjà un bon week-end. Merci de votre fidélité à Z sur 7. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.